Bien, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président de l'agglomération, mesdames et messieurs les maires, les élus, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les représentants de l'autorité judiciaire, mesdames et messieurs les représentants des forces militaires de sécurité et de défense, mesdames et messieurs les représentants du monde éducatif, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, commerçants et artisans, mesdames et messieurs les présidents d'associations, chers jeunes ambassadeurs citoyens, chères Sénonaises, mesdames, messieurs, mes chers amis. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux assister à cette cérémonie des vœux de la ville de Sens. Cette cérémonie revêt aujourd'hui une saveur particulière. C'est la première fois que nous pouvons organiser en physique ces vœux depuis janvier 2020. Jusqu'alors, la crise du Covid et les mesures de précaution nous avaient empêchés de nous retrouver. Or, le rendez-vous des vœux, s'il constitue un moment institutionnel incontournable et dans une large mesure un exercice un peu obligé, a malgré tout quelques vertus. La première d'entre elles étant celle du bilan, du regard rétrospectif qui permet de mesurer le chemin parcouru au cours de l'année écoulée et de faire le point sur la feuille de route stratégique que s'est fixée l'équipe municipale. En un mot, les vœux du maire sont un moment démocratique, un point d'étape sur l'exercice du mandat. Cette cérémonie revêt aussi une saveur particulière pour une seconde raison, liée à la disparition de Marie-Louise Faure. Il est impossible de faire le bilan de l'année 2022 et de tracer les perspectives de l'année 2023 sans revenir sur ce drame. Sens a perdu son maire. Les Sénonais ont perdu une femme engagée au service de leur territoire depuis près de 40 ans, qui aura su défendre leurs intérêts à la tête du district, devenu la communauté de communes, puis l'agglomération, à la région, à l'Assemblée nationale et bien évidemment à la mairie de Sens. Qu'il me soit permis de dire quelques mots au sujet de Marie-Louise Faure. Les 3 mois qui viennent de s'écouler, au cours desquels j'ai endossé l'écharpe de maire, m'ont invité à porter un regard nouveau sur elle. Le regard d'un jeune maire qui fut d'abord le benjamin de son équipe, puis son premier adjoint et désormais son successeur. Être maire demande un investissement quotidien dont on ne mesure pas le niveau tant qu'on n'a pas occupé cette fonction. Être maire, ce n'est pas seulement prendre des décisions, c'est aussi donner un rythme, impulser une dynamique. Être maire, c'est entraîner derrière soi, dans son enthousiasme et son ambition, toute une collectivité. Ces dernières années, j'ai eu la chance d'observer de façon privilégiée Marie-Louise Faure et d'apprendre d'elle, de sa façon de conduire les affaires municipales. Et quiconque l'a connue, et vous êtes très nombreux ici à l'avoir connue et fréquentée, se souvient de son dynamisme, de son caractère bouillonnant, de son tempérament décidé. C'était un professeur d'énergie. C'est elle qui m'a appris que la politique, c'est avant tout une dynamique. Et faire de la politique, c'est créer un élan. Mais Marie-Louise Faure, ce n'était pas seulement une volonté à toute épreuve. C'était aussi une femme dont le principal moteur était la force du sentiment et la solidité de l'intuition. Elle marchait à l'instinct. Et son instinct, adossé à une grande expérience et une profonde connaissance de Sens et des Sénonais, lui faisait comprendre, avant d'autres, les transformations, les évolutions et les inflexions de notre société. Ainsi, elle avait bien compris que la crise du Covid avait profondément bouleversé la société et que quelque chose s'était rompu, qu'un mécanisme d'entraînement s'était cassé. Alors, les confinements, les crises successives que nous avons connues ont modifié nos modes de vie, notre façon de travailler, évidemment notre façon de pratiquer nos loisirs, de passer du temps en famille. Et si, évidemment, j'espère que la crise est derrière nous, je crois que le retour à la situation antérieure n'est pas possible parce que cette société que nous connaissons s'est bel et bien transformée. Alors permettez-moi de vous donner quelques chiffres qui illustrent, je crois, ces profondément changements que nous avons vécus. Savez-vous que 30% des Français se déclarent moins motivés qu'avant ? C'est encore plus important chez les jeunes,
puisque 40% des jeunes se déclarent moins motivés qu'avant. Je pense que vous ne me croirez peut-être pas, mais on dit que les Français aujourd'hui ont la flemme de sortir et 45% d'entre eux disent qu'ils ne veulent plus sortir de chez eux. Et quand on demande aux Français quelle serait pour eux, je dirais, la soirée idéale, eh bien 37% d'entre eux disent que la soirée idéale, c'est un plateau repas devant la télévision en famille. Alors, autre symbole, on dit souvent que la langue est le reflet d'une époque. Alors le terme chilé, que beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement pas, par les jeunes peut-être qui sont derrière nous, est entré dans le dictionnaire Le Petit Robert en 2022. Le terme chilé qui veut dire passer du bon temps à ne rien faire. Alors on dit souvent que la dépression, que le burn-out sont un peu les maladies de notre siècle. Eh bien dans cette France de l'après-Covid, la maladie de notre siècle, c'est l'épuisement professionnel. Puisque la première cause d'arrêt maladie désormais en France, c'est évidemment les problèmes liés au travail. Et 42% des salariés français ont déposé un arrêt maladie en 2022. Et on peut bien comprendre en fait que les crises qu'on a connues, c'est-à-dire évidemment la crise du Covid, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, les attentats, ont profondément fragilisé la santé mentale des Français et qu'une grande partie d'eux voient sombrement leur avenir. Très sombrement, malheureusement, leur avenir. On peut aussi imaginer que le rapport au travail a changé. Parce que quand on demande aux Français en 1990 quelle place ils accordent au travail, 60% disent que le travail a une place essentielle et centrale dans leur vie. Quand on pose cette question aux Français en 2022, pas d'étonnement, ils sont plus de 36% à répondre que le travail a une place essentielle dans leur vie. Soit une baisse de 36 points en seulement 30 ans. Et tout le monde ici connaît quelqu'un qui, récemment, effectivement, a quitté son travail ou qui a considéré que le travail était beaucoup moins important. Symbole de ce temps, aux États-Unis, vous savez, en 2021, on a beaucoup parlé de la grande démission. Et pendant la grande démission, vous avez 11 millions d'Américains qui ont quitté leur poste alors qu'ils étaient en équivalent CDI. Et en France, on a connu la même chose, puisqu'en 2022, on a tous les trimestres 500 000 personnes qui quittaient leur poste alors qu'ils avaient des CDI. Ça vous montre à quel point, effectivement, les changements de paradigme sont bien réels et que les chiffres le prouvent. Et Marie-Louise avait compris, finalement, avant qu'il y ait des études, avant qu'il y ait des statistiques, que quelque chose, en fait, s'était rompu et que les changements étaient en train, finalement, de prendre, et même à notre niveau local. Et pour ça, elle nous avait rappelé que cette situation ne lui convenait pas et qu'il fallait absolument qu'à l'échelle de notre ville, nous puissions prendre des engagements et des mesures pour casser cette solitude et faire en sorte que les gens se remettent à travailler, à pratiquer du sport et à vivre des choses en commun. Alors, dès 2020, nous avons entamé effectivement des chantiers et je voudrais, en guise de bilan pour l'année 2022, vous parler de deux éléments, deux projets qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est l'obtention par la ville du label 4 Lauriers, ville active et sportive. Alors, je pense que certains connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas ce label de la ville active et sportive. Ce label de la ville active et sportive, c'est un peu l'équivalent du ville et village fleuri. Et j'ai vu le président Boulard dans la salle, donc c'est exactement le président Boulard. Il est là, voilà. Donc il sait, donc c'est évidemment l'équivalent pour le sport. Et donc un jury national va regarder quelles sont la qualité de nos infrastructures sportives, quelles sont la vitalité de nos associations, et puis évidemment le soutien de la ville aux différentes associations sur le plan financier. Eh bien, nous avons 60 associations, 50 activités, 9000 licenciés, et automatiquement, eh bien, nous faisons partie des 27 villes uniquement qui bénéficient de ces 4 lauriers. Ils ont apprécié une chose qu'a lancée Romain Croco, Sport à Sens, puisque pendant tout l'été, d'avril à septembre, vous avez eu du sport dans toute la ville, sur les promenades, sur les quais, du yoga dans les musées. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le refaire l'année prochaine. C'est complètement gratuit, c'est accessible à tout le monde, de 7 à 99 ans. Même pour le yoga, voilà. Le deuxième bilan pour l'année 2022, c'est évidemment la rénovation du Clos Leroy. Alors, ce chantier tenait particulièrement à cœur de Marie-Louise Faure, elle l'avait lancé, impulsé. Vous savez tous que le Clos Leroy, c'est un endroit que vous avez fréquenté, qui fait plus d'1 hectare, et finalement qui était extrêmement bitumé, et qui, je dirais, en fait, était un peu le grand oublié des politiques publiques des 50, 60 dernières années. Vous aviez des infrastructures sportives qui étaient abîmées, vous aviez un skatepark qui faisait beaucoup de bruit, je pense à tous les riverains qui habitent à côté et qui s'en plaignaient malheureusement, et vous aviez aussi des jeux d'enfants qui étaient assez minimalistes au regard des attentes qu'avaient évidemment les Sénonais. Eh bien, avec Marie-Louise Faure, nous avons décidé de les rénover complètement, de les végétaliser, d'ouvrir le Clos Leroy sur le quai, de le rénover, de mettre en place une politique de jeu pour les enfants beaucoup plus ambitieuse,
avec un skatepark beaucoup plus ambitieux et nous espérons pouvoir l'inaugurer en juin 2023. Je dis ça en sachant que toutes les contraintes techniques et financières, mais pour l'instant je suis serein. Mais comme nous sommes qu'en janvier, j'ai largement le temps de ne plus l'être d'ici quelques semaines concernant le délai. Quand on présente les vœux, il faut aussi qu'on parle de nos projets pour l'année 2023. Alors je pourrais vous parler de l'église Saint-Maurice, je pourrais vous parler évidemment de l'équipement structurant qui est l'ancien centre social qu'on va complètement rénover, je pourrais vous parler de la voirie, je pourrais vous parler de plein d'autres choses, notamment aussi des serres municipales qui demandent un bon coup de propre et donc on va venir améliorer. Mais je préfère vous parler plutôt, si vous en êtes d'accord, de 5 grandes ambitions que nous allons porter avec l'ensemble de l'équipe municipale qui est réunie derrière nous. La première ambition, c'est de mobiliser la ville en faveur des Jeux Olympiques de 2024. Il y a quelques semaines, le président Gendreau, qui est devant et qui regarde l'écran, nous a tous rassemblés à Chablis, et je le remercie, pour parler de ces Jeux Olympiques. Eh bien, nous savons très bien que Paris accueillera des centaines et des milliers de spectateurs d'ici 2 ans seulement. Alors, je ne sais pas encore si nous aurons la chance d'avoir une équipe olympique ou paralympique, mais ce que je sais, c'est que nous sommes si proches de Paris que nous devons bénéficier de cette manne de gens qui vont chercher à dormir, à consommer et à s'installer pendant plusieurs semaines sur notre territoire. Et donc, dans les semaines à venir, avec le président de l'agglomération, Marc Bottin, nous allons réunir tous les acteurs du territoire pour essayer d'imaginer en fait la meilleure manière d'accueillir ces gens qui sont en train, maintenant, sur les sites internet, de chercher l'endroit où ils pourront, d'ici quelques mois, s'installer. Pourquoi pas imaginer, par exemple, un pack olympique qui proposerait aux gens de venir passer 5 nuits à Sens, de pouvoir consommer dans nos restaurants, de faire une visite de la cathédrale. Alors, je pense que Bernard Brousse doit être là. Donc Bernard, je vous incite fortement à apprendre le finlandais, le japonais et le brésilien. Vous avez moins de 2 ans pour préparer et accompagner ce pack olympique. Donc je compte sur vous. Voilà, donc avec tout le monde, le département, l'agglomération, nous allons nous mobiliser. Le deuxième chantier, c'est évidemment, je dirais, le lancement des travaux des promenades et le lancement de ce grand chantier des promenades. Les services, évidemment, ont commencé à travailler depuis plusieurs semaines. Ils ont travaillé sur les scénarios, sur la faisabilité technique, mais nous devons aller plus loin et nous allons lancer, à partir de début février, une très grande concertation, une immense consultation où nous allons demander l'avis de tous les Sénonais, des associations, des gens qui habitent dans le Grand Sénonais pour savoir comment ils imaginent tout simplement les promenades de 2030-2040. Donc on lancera évidemment un sondage en ligne, parce qu'il faut maintenant faire tout ce qu'on peut en digital. Il y aura aussi des questionnaires papier. Et à l'aide de tous ces retours, qu'on espère très nombreux, peut-être 1000, 1500, 2000, si vous êtes inventifs, eh bien nous pourrons imaginer effectivement cette programmation des promenades qui tenait aussi à cœur de Marie-Louise Faure. Et nous présenterons à la foire 2023 le projet des promenades pour un lancement effectif des travaux début 2024. Le troisième chantier, la troisième ambition, c'est de mobiliser toutes les vies associatives pour en faire le cœur, je dirais, un peu battant de notre ville. Je vous l'ai dit, les gens sont démotivés et vous êtes très nombreux, les présidents d'associations, à nous avoir dit que les gens désertaient malheureusement et que vous manquiez de bénévoles pour vous accompagner effectivement dans le quotidien de vos associations. Alors pour ça, il faut qu'on remette les associations au cœur de notre action municipale. Parce qu'au-delà effectivement de votre pratique sportive et culturelle, vous êtes des passionnés, vous êtes des gens qui travaillent ensemble, souvent avec un collectif, et on peut davantage vous accompagner et vous mettre au cœur effectivement de tout ce que nous réalisons. Et je vais prendre un seul exemple, la foire de Sens. Pendant la foire de Sens, nous voulons proposer un espace d'animation et de restauration pour le monde associatif, afin qu'ils puissent se présenter et surtout afin qu'ils puissent gagner un peu d'argent, et les présidents d'associations ne s'en plaindront pas, je pense, afin de finalement présenter ce qu'ils font et puis effectivement pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent. Ils ont un rôle à jouer dans cette foire. La quatrième ambition, comme il y en a 5, vous voyez, on est presque au bout. La quatrième ambition, c'est de repenser complètement notre programmation événementielle. Vous êtes très nombreux à nous dire on ne sait pas trop ce qu'il y a à Sens le week-end. Et vous en avez d'autres qui nous disent ah, il y a plein de choses, et on ne le sait pas. Alors il faut vraiment qu'on puisse travailler dans 2 directions. La première direction, c'est d'utiliser davantage notre patrimoine culturel qui est exceptionnel. Je pense au musée, je pense aux places, je pense à l'hôtel de ville, je pense évidemment à notre parc naturel du Moulin-Temps. Il faut l'utiliser davantage et puis avoir plus de lisibilité sur ce qu'on pourra y proposer. Et la deuxième direction, c'est de décloisonner entre ce que peut faire le monde sportif parfois et le monde culturel. Souvent, on oppose un petit peu les deux mondes en disant qu'il y a les activités pour les sportifs et les activités pour la culture. Et ce qu'on a fait avec Sport à Sens montre qu'on peut proposer du yoga dans les musées et que ça plaît énormément.
Et donc il faut qu'on puisse décloisonner, et je ne veux pas que la ville de Sens soit une ville où à 20 h on éteint les lumières, on ne fait plus de bruit parce qu'on a peur de déranger effectivement les gens qui râlent un peu, mais ça j'en ferai mon affaire. Certains d'entre vous râlent un peu trop. Et vous ne râlerez pas parce que vous serez des citoyens parfaitement convaincus de cette 4e proposition. Et la dernière proposition, qui, moi, me tient vraiment à cœur, c'est moderniser l'administration. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise et de commerçants qui sont dans la salle, même derrière. Alors, je ne peux pas aller vous voir, mais je vous vois derrière, notamment des menuisiers que je salue. Et donc, tous ces chefs d'entreprise et commerçants, et même des cadres, savent qu'il faut profondément moderniser notre façon de travailler. Vous avez acheté des logiciels, vous êtes passé au tout digital, et vous savez en fait que tous ces logiciels que vous avez achetés vous ont permis de travailler beaucoup plus efficacement. Et je ne vois pas pourquoi la collectivité, la ville de Sens, mais aussi l'agglomération, ne pourrait pas bénéficier de ces mêmes outils pour travailler plus efficacement, plus sereinement et surtout plus rapidement. Et si on fait en sorte que les gens qui travaillent dans l'administration travaillent finalement un peu moins sur les tâches rébarbatives, ils pourront se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est évidemment vous, les usagers. Donc je veux qu'on leur dégage du temps pour qu'ils puissent prendre davantage effectivement de moments avec vous, au téléphone ou en direct, et qu'ils se détachent de ces tâches un peu administrantes, et qu'on évite les successions de renvois par email ou renvois par appel que certains d'entre vous, je pense, ont malheureusement vécu ces dernières années, et c'est normal puisque l'administration prend du temps effectivement à se développer. Et pour ça, on a lancé un audit interne qui ne coûtera rien aux Sénonais afin d'évaluer la pertinence de chaque action. Parce que si on veut que les gens se concentrent davantage sur les usagers, il faut qu'on leur dégage aussi du temps. Et donc, on va dégager effectivement du temps à nos administratifs pour qu'ils puissent se concentrer avec vous. Alors, quand on parle de tous ces sujets, évidemment, vous vous dites qu'il y a peut-être un coût. Et c'est normal que vous posiez cette question-là. Et il me semble que pendant la cérémonie des vœux, qui est un exercice démocratique, il faut que nous puissions parler de la réalité économique de ces ambitions partagées. Ce n'est pas uniquement un moment où on présente nos projets, et nous allons donc faire une point de situation pour évoquer en quelques minutes la situation budgétaire de notre ville. Alors, notre collectivité connaît une situation similaire à toutes les autres villes de France. Le contexte macroéconomique a des répercussions très, très concrètes sur son fonctionnement. Là, je vous vois lever les yeux, donc il y a un graphique qui a dû apparaître derrière, si les services derrière sont parfaitement efficaces. Et à l'instar de tous les ménages, nous avons aussi été victimes de la hausse des prix et de l'explosion du coût de l'énergie. C'est particulièrement visible dans ce graphique. Le poids des fluides, l'électricité et le gaz notamment, dans notre budget a quasiment doublé. Au total, pour l'année 2022, cela représente une dépense de 900 000 €. Sous l'effet de l'inflation, l'État a fait le choix de revaloriser le point d'indice de tous les fonctionnaires. Merci l'État, monsieur le sous-préfet, pour ça. C'était nécessaire pour nos agents, parce que nos agents ont besoin d'avoir du pouvoir d'achat, mais une fois de plus, c'est quelque chose qui pèse très très fortement sur la collectivité, puisque c'est environ 500 000 € supplémentaires par an. Au total, nous devons donc faire face à 1,4 million d'euros supplémentaires, sans compter la hausse globale de tous les autres produits, qu'il s'agisse du papier, des matériaux de construction, des composants électroniques. Et nos dépenses de gestion suivent une trajectoire similaire à celle des ménages. Le deuxième graphique que je veux vous montrer va nous permettre de mesurer les conséquences de ce choc inflationniste sur le budget de notre ville. Les efforts de gestion qui ont été conduits depuis 2014 nous ont permis de réduire l'endettement de la ville, de reconstituer une épargne brute et d'augmenter nos marges de manœuvre. Vous le voyez sur ce tableau, notre épargne entre 2018 et 2021 oscille entre 5,5 millions d'euros et 6,5 millions d'euros. Cette bonne santé financière nous a d'ailleurs permis, je le rappelle, de diminuer de 10% la taxe foncière en 2019. Et c'est cette bonne santé financière qui nous a aussi permis d'amortir ce choc inflationniste. C'est à cela que sert l'épargne. Comme les ménages, on puise dans nos réserves en cas de coup dur. Et comme un ménage, une fois que la surprise de la crise est passée, il faut d'une part s'adapter à la nouvelle situation et d'autre part reconstituer des réserves pour faire face à un nouveau coup dur ou mener à bien ses projets. Et c'est le travail que nous avons commencé à faire et que nous allons poursuivre dans les années à venir.
Nous allons réduire nos dépenses de fonctionnement en modernisant l'administration et en réduisant notre facture énergétique pour éviter cet effet ciseau qui se dessine. Une courbe des recettes stable et des dépenses de fonctionnement malheureusement beaucoup trop dynamiques. Et nous allons travailler à restaurer notre épargne brute. Concrètement, une fois qu'on a payé les salaires, les charges, le fonctionnement, les dépenses courantes, nous n'avons plus beaucoup de marge de manœuvre pour investir massivement et les maires présents aujourd'hui dans la salle, présidents du conseil départemental, le savent parfaitement. Alors comment retrouver des marges de manœuvre? Parce qu'une fois que j'ai dit que c'était compliqué, il faut trouver effectivement des solutions. Nous avons donc 3 possibilités, exactement comme les ménages. Première possibilité, nous augmentons nos revenus. Pour une collectivité, cela signifie augmenter les impôts. De cela, il n'est absolument pas question. Nous sommes le pays qui connaît l'un des taux d'imposition les plus élevés. Aujourd'hui, la fracture fiscale entre ceux qui sont assujettis à l'impôt et ceux qui ne le sont pas ne cesse de se creuser au point de menacer la cohésion de notre société. Le travail que nous devons faire, collectivement et à tous les niveaux, l'agglomération, le département, la région, l'État, c'est desserrer l'étau fiscal et sûrement pas le renforcer. Deuxième possibilité, nous nous adaptons à cette nouvelle situation économique. Pour une collectivité, s'adapter, ça ne veut pas forcément dire faire moins de choses, mais les faire différemment, en mutualisant les moyens ou en anticipant mieux les besoins. S'adapter, ça veut aussi dire revoir l'ordre de certaines de nos priorités, en accélérant la rénovation énergétique de nos bâtiments, par exemple. Nous allons donc travailler à contenir et à réduire nos dépenses de fonctionnement afin de restaurer nos marges de manœuvre budgétaires et pouvoir faire face, le cas échéant, à d'autres dépenses imprévues comme nous en avons connu ces dernières années. Nous avons engagé une importante politique d'assainissement budgétaire et nous allons mesurer la pertinence de chacune de nos dépenses. Nous sommes les dépositaires de l'argent public et 1 euro d'impôt, c'est 1 euro bien employé au service de tous les Sénonnais. Troisième possibilité, nous recourons à la dette. À l'instar d'un jeune ménage qui réalise des investissements clés pour son avenir et celui de ses enfants, nous pouvons faire un emprunt. La dette n'est pas un problème, c'est une solution pour construire raisonnablement nos projets collectifs. Et les règles sont les mêmes pour les collectivités que pour les ménages. Il faut veiller à ne pas emprunter plus que ses capacités de remboursement. À ce jour, la ville est très faiblement endettée, puisque le taux d'endettement moyen par habitant est de 434 €, quand dans des villes de même strate, il est plus du double. Et surtout, la dynamique démographique de notre collectivité rend urgent certains investissements. Alors que notre département, malheureusement, cher Patrick, perd des habitants, les chiffres sont tombés il y a quelques jours, 1347 Sénonnais de plus depuis 2014, soit une population qui grandit de 1% par an. C'est énorme. Il nous faut donc des écoles, il nous faut des crèches de qualité, des équipements sportifs, des espaces de détente et de loisirs. Et il faut construire la ville qui, dans 10 ou 15 ans, sera peut-être, je peux le dire puisque le maire d'Auxerre n'est pas là, la première ville du département. J'hésitais à le dire, parce que je me suis dit, s'il est là, je vais peut-être éviter, mais comme il n'est pas là, je le dis avec beaucoup de malice. Alors pour que ces projets aboutissent, il nous faudra, dès 2023, recourir à l'emprunt. Je tenais à vous faire part de cette situation et de ces orientations budgétaires. 0 augmentation d'impôts, assainissement budgétaire et choc d'investissement. Les choix que nous allons faire cette année vont engager la ville dans les années à venir. Quand on parle d'argent public, vous êtes évidemment les premiers concernés. Je me tourne à présent vers l'ensemble des élus du conseil municipal, les élus de notre majorité, mais aussi ceux de l'opposition, qui, s'ils ne sont pas nombreux, représentent une part conséquente de nos concitoyens. Nous nous retrouvons lundi soir pour justement débattre de nos orientations budgétaires. Et je tiens à ce que nous ayons cette discussion et je m'engage à apporter des réponses à toutes vos questions et vos remarques. Si la cérémonie des vœux constitue un moment propice pour évoquer des sujets fondamentaux pour l'avenir de notre ville, c'est le conseil municipal qui est l'instance dédiée à l'examen approfondi de ces enjeux. Et je compte sur l'engagement de chacun d'entre vous et de nous pour que nous ayons un débat d'orientation budgétaire
qui soit à la hauteur des enjeux auxquels sont confrontées non seulement notre collectivité, mais toutes les collectivités de France dans ce contexte de crise. Il est temps à présent pour moi de conclure, avant de vous convier tous, évidemment, traditionnels et appréciés, vers de l'amitié, pour célébrer cette nouvelle année. Permettez-moi de mettre en valeur 2 Sénonaises, qui chacune, à leur manière, illustrent la ville que nous voulons construire ensemble demain. 2 Sénonaises qui sont pour nous des modèles et des sources d'inspiration dans notre action quotidienne. 2 Sénonaises qui justifient notre engagement et notre ambition pour notre ville à travers leur réussite. J'appelle donc la jeune Iris Maugenier et cède la parole à Michel Grasse, adjoint au maire, qui va lui remettre, devant vous tous ici présents, la médaille de la ville. Il n'a pas besoin de lunettes, mais moi j'ai besoin de lunettes et de micro. Donc Paul-Antoine a souligné l'attachement de notre équipe à lutter contre les conséquences les plus délétères sur notre société de la crise du Covid. Il a alerté sur les risques que fait courir à notre société ce repli sur son petit chez-soi. Dans ce combat, nous avons le plaisir de voir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes fiers de savoir que vous comptez sur une personne comme Iris. Iris, à ma droite, 16 ans, défie la tendance actuelle, quand une certaine partie de la jeunesse française tend vers l'apathie, sympathie au premier sens du terme, prend soin des autres, veille sur ceux et s'engage aux côtés les plus fragiles. Ainsi que depuis 2018, c'est un membre actif de l'association Bouchon 89, qui collecte les bouchons plastiques de nos bouteilles afin de les recycler et d'en faire des équipements à destination des personnes handicapées. Au plus fort de la crise du Covid, pendant le premier confinement, les villes de Sens avaient mis en place le service papotage, volontaire appelé régulièrement au téléphone des personnes âgées, pour les sortir de leur isolement, s'assurer qu'elles pouvaient bien prendre de leurs nouvelles. Iris fait partie de ces bénévoles et suit toujours 5 personnes âgées. Cette attention aux autres, elle ne l'apporte pas uniquement aux personnes âgées. Et je peux en témoigner, au sein de l'association Atlas, elle aide aux devoirs 2 fois par semaine des élèves de 3e. Après ses cours au lycée, elle vient à l'association, passe 1h30 avec ce groupe de jeunes filles. Depuis novembre 2021, elle s'investit également au sein de la Croix-Rouge de Sens et accompagne les plus fragiles de nos concitoyens en participant aux opérations de distribution alimentaire. Depuis peu, elle œuvre dans tout le département aux côtés de la Croix-Rouge en intervenant dans de nombreuses manifestations en tant que secouriste. Son engagement, son sens du collectif, son esprit de fraternité ont été reconnus au niveau national. Iris est désormais lauréate du premier prix Jeune bénévole 2022, décerné par l'association Tous bénévoles. Et je vous propose que nous regardions la vidéo avec laquelle elle a candidaté pour ce prix. Bonjour, je m'appelle Iris Maugenier. J'ai 16 ans. Lorsqu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, j'ai souvent répondu « aider ». Mais malgré le fait que je sois mineure, dès 2018, j'ai pu commencer le bénévolat. D'abord dans l'association Bouchon 89, où je viens tous les premiers samedis du mois. Mais je sentais que je pouvais faire plus. Bonjour Maddy. Bonjour Mireille. Comment vous allez? Premier confinement. Je découvre le papotage. Je contacte la structure, le centre social de Sens. Aujourd'hui, j'appelle 5 personnes âgées pour briser l'isolement. Bisous Maddy. À la prochaine. Novembre 2021. Là, ça a été le début d'un nouveau mois, je crois. La Croix-Rouge. Généralement, je suis à l'accueil, où je gère les rendez-vous pour la distribution alimentaire. Je m'occupe en même temps de la vestiboutique, avec mon acolyte de choc.
Vas-tu bien? Ça va. Quel temps? Ah bah ouais. Tout se passe bien pour toi? Bah écoute, ça va. Et depuis peu, j'ai commencé le secourisme. Après une semaine de formation à Paris, j'ai le statut de secouriste BSE2. Et je vais donc pouvoir faire des postes, comme des concerts, des festivals. Servir concrètement à quelque chose. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Je ne pourrai jamais assez remercier ces gens de m'en offrir la possibilité. Nous sommes très fiers, bien sûr, et vous pouvez être très fiers de pouvoir compter au sein de notre ville une femme qui, par sa générosité et son énergie, donne du sens au mot engagement. Nous espérons qu'elle saura susciter des vocations nombreuses. Cher Iris, j'ai l'honneur, avec Paul-Antoine de Carville, et au nom de la ville de Sens, de vous remettre la médaille de la ville. Je demande à tous de faire un grand bravo pour l'investissement d'Iris. Bravo, bravo, on peut faire la bise. Oui, merci beaucoup. Bravo, hein, et continuez. Hein. Vous allez pouvoir dire un petit mot. Prends le micro. Patricia, le micro. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. D'applaudissements. Et Monsieur le maire, je tiens vraiment à vous remercier pour cet honneur, bien qu'aujourd'hui, devant vous tous, je suis encore absolument abasourdie à l'idée de recevoir pareil honneur, puisque pour moi, aider est extraordinaire. Cela me permet de me réaliser, de m'épanouir au quotidien. J'ai aussi le bonheur de travailler tous les jours avec des personnes absolument extraordinaires, et croyez-moi, ces mots faibles, qui sont pour la plupart présents ici aujourd'hui, et que j'ai la chance de pouvoir considérer des personnes presque de ma propre famille, tant ils me font grandir, et tant ils me permettent justement de m'épanouir et d'être la personne que j'ai toujours rêvé d'être, sans qui je ne sais pas qui je serai aujourd'hui. Alors si le bénévolat se caractérise d'abord par le don de soi, mon expérience personnelle m'a bien démontré et va continuer à me montrer que c'est tout autant quelqu'un extraordinaire. Alors, avec cette médaille, je vois donc une récompense pour moi, mais je vois surtout un élément de fierté pour ces gens avec qui je travaille et aussi pour tous les autres jeunes qui s'engagent et qui n'ont pas la chance d'être là devant vous. Donc pour moi, Monsieur le maire et Michel, merci. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Hein. Tenez. Bravo. Hein. Donc, comment reparler après ça, hein, c'est compliqué. Alors, je vous ai dit qu'on allait récompenser une deuxième personne. Et je demande à Véronique Calemani, présidente de l'APUS, de nous rejoindre. Et c'est Ghislaine Pieux, adjointe au maire, qui va lui remettre la médaille de la ville. J'ai le plaisir de remettre la médaille de la ville à Véronique Camelani, qui est présidente de l'association Parents des amis d'enfants inadaptés du Sénat. Très bien. J'ai travaillé il y a quelques années. Dominique Faure, qui est en face de moi, on y a travaillé pendant une période de notre vie. Voilà, c'était aussi pour moi. Cette association est née en 1963. Constat du manque porté aux enfants en situation de handicap, besoin du soutien des parents et des aidants familiaux. Les membres du milieu médical et des parents se sont associés pour répondre efficacement au manque de structure.
Ainsi qu'au fur et à mesure des années, la PEIS a comblé ce vide, créant des structures d'accueil. L'IME Sainte-Béate, l'établissement des Chênes Bertins, le foyer de vie des Courlis, le foyer d'accueil médicalisé des Champs-Plaisants à Joigny, ou encore le foyer des Genêts à Courtois. Au total, sous l'impulsion de la PEIS, 11 centres d'accueil spécialisés qui ont été faisant s'élever une véritable terre d'accueil avec des enfants. D'ailleurs, ainsi que vous êtes arrivé à 2007, et vous vous êtes engagé au sein de la PEIS en intégrant le conseil d'administration, en participant à l'organisation des 50 ans 2013 et en la ville de Sens est de longue date engagée sur la question du handicap, un sujet qui comptait. Or, elle a su mobiliser son équipe. Surtout le travail que vous menez pleinement dans les personnes qui ont été tracées. Voilà. Seul on ne peut rien en ce. Telle est en effet la devise 67. À travers cette médaille, nous tenons à saluer votre engagement de leur famille et de leurs proches. Également à réaffirmer le soutien de la ville à la PEIS. Et qu'en 2023, je sais que le est riche de gagner chaque année en même temps que le poids du travailler avec Clément sur le projet de la création d'un lieu de répit campagne pour les aidants. Explorer également de nouvelles solutions pour répondre à la problématique du vieillissement des parents, accompagner, entourer les personnes, animer chaque année la nuit en lien avec le CCAS et de la vie. Surtout, nous vous aiderons à profiter de votre association. Sachez Véronique, pour nous surtout. On est surtout. Voilà, je vous remets je vous embrasser, je vous fais la bise. Merci, monsieur le maire. Merci vraiment à la vie. Simon. Que la pièce n'existerait pas sans la ville de Sens. Savoir que dans les trois personnes de Sens, employés des services se sont battus pendant 10 ans pour enfin obtenir élever à première étape. L'établissement a été, grâce au don d'un terrain de la ville. C'est important de rappeler un peu l'histoire de cette liée à votre ville. Médaille parce que quelque part nous la partageons et je la partage. Les bénévoles et les aidants depuis 60 ans, c'est pour trouver des sachets, enfin, mais en fait le premier siège social de la PIS a été l'hôtel de ville. Le premier nous avons vraiment une histoire, nous nous tenons la main
Et il faut continuer à nous la dire. Alors je voudrais quand même, c'est important pour moi, respectueuse, même avant de devenir mère, s'est intéressée à la politique. À l'époque adjointe, et que là aussi, adulte porteur de handicap. Elle a continué vraiment à dire, elle est intervenue corps de constitution, et entre autres la masse, qui est un établissement polyhandicapé, puisse aider. Merci. Aussi, parcours, nous avons vécu, c'était la En profiter. Je ne parle pas d'argent, je parle vraiment du cœur, d'accord, de votre pense. Partageons, je crois, ensemble, faire, agir, penser pour l'humain. Il faut la prendre. Hein. Mesdames, en tout cas, grâce à votre engagement quotidien, vous êtes des figures locales et vous contribuez par votre action, votre caractère et vos deux personnalités à rendre notre ville plus humaine. Et avoir la chance de vous côtoyer ou vous savoir dans notre ville nous rend, je crois, tous fiers des Sénonais et j'ai pu voir les visages souriants de toutes celles et ceux qui étaient heureux de vous voir recevoir cette médaille. Je remercie tous les adjoints et les conseillers municipaux pour leur investissement et leur désir de transformer notre ville. Je remercie également tous les cadres et les agents de la ville qui œuvrent au quotidien afin d'améliorer notre cadre de vie. J'adresse un remerciement tout particulier aux agents des services qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie. Chères Sénonaises, chers Sénonais, au nom du conseil municipal de la ville de Sens, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2023. Puisse cette nouvelle année vous apporter du bonheur, de la joie et de la satisfaction dans toutes les actions que vous entreprendrez. Puisse cette nouvelle année apporter à notre ville et à tous ses habitants l'élan nécessaire pour écrire une des pages les plus fameuses de notre histoire commune. Je vous remercie. Merci. Merci à tous. Ah non, il n'y a pas de bus. Merci à tous. Alors, merci. Alors, avant de lancer les hostilités du pot de l'amitié, je voudrais, parce que je sais que vous avez plein de questions et plein de problèmes du quotidien, ce qui est tout à fait normal, présenter quand même les adjoints et les conseillers délégués ainsi que leur délégation. Comme ça, vous allez les voir directement pour parler de vos angoisses. Alors, d'abord, Clarisse Quentin, première adjointe, qui s'occupe des finances, de l'attractivité commerciale et artisanale. Oui, vous pouvez vous asseoir le temps que... Comme ça, vous pourrez les identifier visuellement aussi. Jean-Pierre Crost, chargé des politiques relatives au logement et à l'habitat. Ghislaine Pieux, à la santé et aux solidarités. Amine Eridji, aux enjeux écologiques et cadres de vie. Laurent Sétuin-Coffinet, au patrimoine historique et rayonnement du territoire. Romain Croco, sport, jeunesse et vie culturelle. Nicole Langel, aux ressources humaines, affaires générales et commandes publiques. Célestin Ngoma, ville numérique, vie associative, modération de l'action publique et dialogue citoyen. Pascal Larcher,
à l'éducation, famille, petite enfance, Michel Grasse à l'urbanisme et aux grands projets, Gérard Brunin, conseiller délégué en charge de la gestion patrimoniale, Nicolas Pichard, qui se lève très vite, vous voyez, aux anciens combattants, devoirs de mémoire et action civique, Muriel Blin à la politique de la ville, Jean-Pierre Bottard à la qualité de l'espace public, Jimmy Bonabo, jeunesse et communication digitale, et Aline Rose, qui malheureusement est malade, mais qui est au lien intergénérationnel et politique dédié aux aînés. Voilà. Il y a tous les autres conseillers qui travaillent aussi, mais allez en priorité embêter ceux-là, parce qu'ils sont là pour ça. Voilà. Donc je vous remercie d'être venus aussi nombreux, et puis je vous invite désormais à partager ce verre de l'amitié, qui sera un verre sobre, puisqu'évidemment, au regard du contexte budgétaire, nous avons apporté le minimum, et la gougère traditionnelle viendra accompagner vos, au pluriel, petits verres de blanc. Merci à tous et à nouveau, bonne année.